Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, dans le cadre de décryptage du programme d'action politique du gouvernement de transition dont le Conseil national de transition a pris acte, nous recevons comme invité pour un décryptage de l'axe portant bonne gouvernance et état de droit le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Mohamed Assilek Alata. Bonjour. Dans le programme de prime abord, le Premier ministre insiste particulièrement sur la refondation de la nation tchadienne. Qu'est-ce que vous entendez par la refondation de la nation tchadienne pendant cette période de transition? Tout de même, merci. Merci d'abord de m'avoir invité. Vous savez, ce pays a trop souffert. Quand je dis ce pays a trop souffert, il a souffert dans son âme, dans son existence depuis l'indépendance. Et plusieurs formules ont été expérimentées. Et à chaque fois, nous revenons à la case départ. Le Premier ministre de la transition, le président de la transition, déjà, avant le dialogue national inclusif, ce sujet de refondation est revenu sur toutes les lèvres. Pourquoi refondation? Parce qu'on ne veut plus revenir aux anciennes pratiques. Dans ce pays, il y a eu trop d'injustices. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites et une impunité incroyable. Et aujourd'hui, le leitmotiv même du président de la transition est la refondation du Tchad. Il faudrait que le Tchad retrouve d'abord la bonne gouvernance. Il faut que les Tchadiens commencent par croire à leur administration. Il faudrait qu'il y ait la justice, l'égalité. Il ne faut pas qu'il y ait encore d'impunité. Et il faudrait que les richesses de ces pays soient réparties sur ses fils et ses filles pour que ce pays puisse avancer. Donc, j'entends par refondation, c'est un arrêt stop total sur tout ce qui a fait le Tchad de manière négative. Et vous avez entendu le Premier ministre de transition, le Premier ministre Salih Kebzabo, le dire à l'hémicycle. De mon point de vue, je n'ai pas entendu un discours de politique générale aussi fort. Fort dans les termes, fort dans les mots choisis, fort aussi sur les objectifs fixés. Donc, refondation, c'est rupture totale avec les anciennes pratiques où on parle de détournement, où on parle de corruption, où on parle de mauvaise gouvernance, où on parle des problèmes intercommunautaires. Il faut refonder un Tchad nouveau où les Tchadiens puissent vivre ensemble en paix. Oui, il faut refonder un Tchad nouveau basé sur la bonne gouvernance, comme vous le dites. Dans son programme d'action politique, le Premier ministre a aussi insisté sur la bonne gouvernance. Le Premier ministre soutient que la bonne gouvernance passera par la sécurisation des recettes de l'État. Il insiste en outre sur la prudence dans la gestion de la chose publique. Alors, que dites-vous à ce niveau? Polichinelle, vous savez très bien ce pays, pendant plusieurs décennies, ce pays comment a été géré, comment les recettes de l'État ont été personnifiées, comment des individus sans aucune moralité ont dépecé ce pays-là où chaque prébande, chaque lobby travaille pour identifier les postes à recettes et ils s'en servent à plein pot. Et le Premier ministre a raison. Il faudrait une bonne gouvernance. La bonne gouvernance commence déjà par le sommet, sur la manière d'être et la manière de vivre des ministres. La bonne gouvernance commence par notre façon d'être, les membres du gouvernement, dans leur département, comment ils gèrent leurs équipes et leur staff. La bonne gouvernance commence par sécuriser, comme vous venez de le dire,
les recettes de l'État pour que tout va au trésor public. La bonne gouvernance exige que ce qui est à l'État reste à l'État et que cela soit fait dans la règle et la déontologie exprimée. C'est ça la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, de mon point de vue, et si on essaie de le cadrer dans la spécificité tchadienne, c'est ne pas voler l'argent de l'État. C'est de faire les choses justes. C'est que quand il y a justice, quand il y a un problème à la justice, ce n'est pas que moi, parce que j'ai des parents qui sont militaires et qui sont haut placés, je fais un crime, je prends un exemple, une parenthèse, et automatiquement, on vient me protéger par devers la justice. La bonne gouvernance exige une définition propre de nos comportements, tant politiques que personnels. Voilà. Au plan de la justice, qu'est-ce qu'il faut de telle sorte que la justice puisse au moins accompagner la bonne gouvernance? D'abord qu'il faille séparer la justice de l'exécutif politique. Faire les états généraux de la justice. Ensuite, ne pas être complaisant avec nos magistrats. À 90%, et là je suis gentil, pour ne pas dire à 95%, nos juges sont corrompus. Et pour qu'une justice soit pérenne, il faudrait d'abord commencer par la travailler. Et que cette justice puisse être indépendante. Qu'elle fasse asseoir la loi. Il faudrait que l'exécutif politique puisse lui donner les moyens, tant sécuritaires, tant matériels, pour qu'elle puisse s'exprimer et que quand elle s'exprime, elle exprimera la loi. Vous l'avez si bien dit, nul n'est au-dessus de la loi. La formule le dit. Vous voyez ? Mais dans la pratique? Dans la pratique, c'est tout autre chose. Dans la pratique, vous voulez... Maintenant, vous allez pas comment faire pour inverser la tendance, monsieur le ministre? Je vous l'ai dit, il faut d'abord qu'on ait ce courage politique, cette volonté politique de dissocier, et croyez-moi, le président de la République est très conscient de la chose, dissocier complètement la justice de l'exécutif, pour que aucun ministre, aucun membre du gouvernement, ou plus haut la hiérarchie, n'ait la même mise sur la justice. Ensuite, faire les états généraux de la justice. Permettre, par exemple, aux magistrats eux-mêmes d'élire un de leurs, pour qu'il soit le président de la magistrature. Bon, le président de la magistrature étant le président de la République, mais qui est un magistrat eux-mêmes qui l'élisent, pour qu'ils puissent faire le travail dans les normes. Et commencer par dire à eux-mêmes que plus rien ne sera toléré. Les pots de vin, les corruptions doivent être sanctionnés sévèrement. Et je pense qu'en faisant les états généraux de la justice, qu'on le veuille ou pas, je ne dirais pas que dès le départ, les choses vont comme ça être bien aiguillonnées, mais je pense que commençons par là, et au bout, on se fixe des objectifs. Comme je dis souvent ici, on ne fait pas comme dans le privé, dans le public, culture de résultats, mais au bout de la chose, on finira par avoir une justice indépendante et qui ne va asseoir que la loi. Oui, parlons toujours de la bonne gouvernance, monsieur le ministre. Le Premier ministre va également en guerre contre les détournements des deniers publics. Il cite, pour le reprendre, tous ceux qui seront rendus coupables vont répondre de leurs actes devant la justice. Qu'en est-il des fonds de vautours ou les paradis fiscaux qui participent au développement de certains pays étrangers? Vous savez, la question, elle est pertinente, elle est sensible, et de tous les rebords, c'est une question qu'il faille poser sur la table. Pourquoi je dis ça? Quand il a parlé de sanctionner les détournements de deniers publics, c'est parce que, a posteriori, il y a des gens qui ont volé, on les connaît, ils sont là, ils ont volé, et ils jouissent de ces biens-là de façon... Ils sont pas inquiétés. Donc, par projection, il s'est dit,
par projection, il s'est dit, il ne faudrait pas que cela puisse arriver. Post-dialogue national inclusif et souverain, et pendant le dialogue, vous avez entendu, comme moi, beaucoup de voix se sont levées pour indexer ce problème. Vous savez, et ce problème a été à la base de la frustration de l'ensemble des Tchadiens. Quelqu'un qui arrive de nulle part, et encore, qui devient multimilliardaire à un âge où il doit être encore sur les bancs de l'école. Vous avez des compatriotes qui arrivent, qui ont fait des études assez poussées, qui ont fait des stages et qui sont sous les arbres. Et on a autant d'exemples à citer. On va passer toute la journée à épiloguer là-dessus. Et là-dessus, le Premier ministre donne le ton pour que cela ne se reproduise plus. Cette culture de détournement de deniers publics, on prend juste, vous avez 100 000, 150 000, 250 000 de salaire. Dans ce pays, on sait comment les gens vivent. Et vous avez un salaire de 250 000 et vous avez 2-3 villas de 150, 300 ou je ne sais pas combien de millions. Ça saute aux yeux que c'est un voleur. Cette personne-là n'est pas inquiétée, alors que juste à côté, vous avez des familles qui n'arrivent pas, par Dieu, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Vous avez des fonctionnaires qui ont donné pour ce pays-là, qui traversent la ville de bout en bout pour aller travailler. Certains à pied, certains à bicyclette, et certains encore plus chanceux en motocyclette. Vous voyez, c'est une somme de frustration qui fait que les Tchadiens, aujourd'hui, comme on l'a dit, sont vexés, choqués, et c'est là, aujourd'hui, chaque jour, ça commence à se ressentir de plus en plus. Le Premier ministre le dit très bien, mais si on me demandait, moi, quelqu'un qui a volé l'argent du pays, ne serait-ce qu'un centime, doit être radié de la fonction publique, il va en prison selon les textes de loi, et ce qu'il a volé va être reversé au trésor public. De ces trois choses-là, rien n'a été fait. Vous volez, si l'opinion commence à trop parler, on vous prend, on vous met en prison, et encore quelle prison? Climatiseur, téléviseur, etc. Et au bout de 3 mois, 1 mois, vous sortez et vous êtes promu encore à un autre poste de responsabilité. Comment voulez-vous que les Tchadiens ne soient pas frustrés? Comment voulez-vous? Ça rattrape, c'est la première question sur la refondation qu'on avait évoquée tout à l'heure. On ne veut plus voir ce genre de pratique. Et ça ne touche pas simplement un fonctionnaire ou un petit chef de service. Même nos opérateurs économiques, nos soi-disant hommes d'affaires, qui sont au centre des pratiques de corruption, qui, eux, viennent d'abord, poussent pour avoir des marchés qui ne respectent pas les clous, et ensuite, ils voient qui est le décideur, ils font tout pour le corrompre, etc. On est dans une société quand même assez gangrénée et qu'il faille carrément stopper cela. Donc, il faudrait que cela change. Pour revenir maintenant à cette histoire de fonds vautours, on parle, je pense, de 300 milliards de dollars, mais on nous chante souvent que le pays manque de moyens. Ça pouvait déjà servir pour la gestion de cette... Ça peut, au-delà même de ces 2 ans de transition, servir. Il faudrait que le gouvernement ait cette volonté, au-delà des attaches ombilicales qu'on peut avoir les uns et les autres, aimer ce pays-là et se dire, avec cet argent, si on le rapatrie, on peut le faire. Le président Buhari au Nigeria a essayé de faire, et je pense qu'il a fait, il a pu, avec toutes les volontés qui sont les siennes, quand même faire revenir au pays beaucoup d'argent posé dehors. Nous, en faisant de la sorte, on peut régler notre problème économique, on peut régler notre problème des infrastructures, on peut régler autant de choses. Et je pense que
la volonté politique, et je pense que le président de la République, qui est le premier conscient de la situation, mettra les choses en place pour que cet argent-là puisse être retrouvé et ramené. Et si cela se fait, ce ne serait bénéfique que pour les Tchadiens. De la gouvernance politique et institutionnelle, le gouvernement de Salih Kebzabo s'engage également à faire la promotion de la culture, de l'excellence en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sur le Tchad aujourd'hui, dans les indices de développement, est toujours cité en dernier. Vous savez pourquoi? Parce que on n'a pas jugé essentiel de faire appel aux compétences requises qui puissent travailler pour ce pays-là. Ce que vous dites est d'autant plus négatif pour un pays qui se prône ou qui prend l'itinéraire du développement. Comprenez? Voyez-vous, ce sont des choses qui doivent aussi changer. Je vais emprunter la célèbre formule d'un homme politique qui n'est plus de ce monde. Le balai de l'assainissement passera là où il doit passer. Il faudrait qu'il y ait une réforme au niveau de la fonction publique. D'abord, la chasse aux faux diplômes. Vous voyez? Aux faux diplômes, on avait tenté... Excusez-moi, oui. La chasse aux faux diplômes, la chasse aux faux profils, la chasse au népotisme, au clientélisme, comme vous avez dit. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Tchadiens à côté diplômés qui puissent reprendre les choses. Il faudrait vraiment commencer par mettre la mesure d'excellence. Évidemment, cela ne se fera pas facilement, parce que ceux qui ont œuvré pour que ce Tchad-là soit aussi négatif, ce sont les mêmes qui prônent par influence, par pression, parce que certains ont des armes, parce que certains pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, et qu'on puisse facilement prendre son parent ou son placer sans penser que, attention, l'erreur que je suis en train de faire a des conséquences ou maintenant ou après sur le pays. Est-ce que vous voyez? Et puis, la société aussi n'est pas de moindre. Regardez quand on nomme un ministre, un directeur général, etc. Des piles de CV vous sont déposées. Il faut leur trouver du travail. Pourquoi? Parce qu'on a habitué les gens à passer par ce genre de canaux au lieu de passer par les canaux officiels qui puissent sélectionner et voir les profils. Ici, on passe, oui, moi je suis dans ce pays-là pendant combien d'années, voilà mon CV, et il faut me trouver du travail. Quand vous lui dites qu'est-ce que vous avez fait, j'ai arrêté les études en classe de seconde. Et je veux le poser où celui-là? Beaucoup le font. Ils le prennent, ils le bombardent, directeur général adjoint ou je ne sais pas, directeur de chef de service ou encore dans un département technique. Mais ce n'est pas possible. Il faudrait que cela change. Le Premier ministre étant un homme venu du camp de l'opposition. Et fortement, ce sont des choses au niveau de l'opposition qui ont été autant galvaudées, dites et redites, dénoncé à plusieurs reprises. Il reprend ces termes-là aujourd'hui parce qu'il a les arcanes pour que cela puisse se faire. Mais je vous le concède, ça ne sera pas facile, mais il faut avoir la volonté et le courage de le faire. Et je veux dire une chose, vous savez, en étant moi-même ministre, je le dis sur votre plateau, il n'y aura pas de place dans ce ministère pour un ami. Il n'y aura pas de place dans ce ministère pour un parent. Ça, c'est au ministère de l'Urbanisme. Il n'y aura pas de place au ministère parce que je connais quelqu'un. Les cadres qui sont là et les cadres valables vont travailler pour ce pays-là. Moi, en tout cas, je le dis honnêtement. Un parent, un ami qui ne viennent pas me demander à moi d'intégrer le ministère où je suis parce que je suis ministre et que je peux lui trouver du travail. Ce ministère est pour tous les Tchadiens compétents. Mais on vous traitera aussi des méchants, monsieur le ministre. Je m'en fous. Je suis là en mission. Je ne suis pas là pour plaire. Je veux juste plaire à ma femme.
entre parenthèses. Le reste, je suis en mission, je vais au bout de la mission qu'on m'a donnée et que le président de la République, je le remercie, qui a fixé et qui m'a fait confiance. Et c'est de cette façon que je vais travailler avec la culture de résultat, mais pas de clientélisme, pas de népotisme, dans un département où je suis responsable. Oui, au titre de la gouvernance économique et sociale, le Premier ministre des Transitions met également l'accent sur l'amélioration du climat des affaires. Comment ça doit se passer? Quelles sont les actions que le gouvernement compte mener? Vous savez, quand on veut faire appel aux investisseurs, il y a un point crucial qu'il faille régler, la sécurité. Aucun investisseur ne va risquer d'amener son argent, son investissement, de tout faire pour venir investir, sachant qu'il est dans un endroit à risque. Donc la première des choses à faire, c'est la sécurité. Dieu merci, le gouvernement a un homme de trempe, M. Idriss Dokoni, qui fait un travail incroyable. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, pas à son échelle, ce n'est pas suffisant parce qu'au niveau de la chaîne, il y a toujours du sabotage. Mais ce problème de sécurité étant réglé sur, pas que N'Djamena, l'ensemble du territoire, croyez-moi, les investisseurs vont être facilement convaincus pour qu'ils puissent venir investir dans notre pays. Ce pays-là est très vierge. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire. Les dernières actualités que vous avez vues, on a enlevé un expatrié qui travaille chez nous au Tchad. Quand vous entendez ça, qui est l'investisseur qui voudra dire « je vais aller investir » avec les risques qui en découlent? Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense qu'il faille voir avec les opérateurs économiques, chercher à régler déjà la dette intérieure, qui est assez immense, leur permettre ce souffle économique et qu'ils puissent commencer eux-mêmes à bouger, à travailler et à faire travailler, vous voyez, au niveau des main-d'œuvre. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, pouvoir maintenant faire des forums d'appel pour les investisseurs, aller chercher les investisseurs et les convaincre qu'il y a beaucoup à faire. Ici, et je prends des exemples comme ce qui se fait au Maroc à un moment, les exonérer de certaines taxes, leur faciliter le rapatriement peut-être des devises. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut prospecter pour que le climat des affaires puisse reprendre. La dette intérieure que j'avais dit tout à l'heure a complètement asphyxié les hommes d'affaires. Ils n'ont pas de trésorerie et cela les freine complètement dans leur élan à pouvoir relancer l'économie. Donc moi je pense que la somme de tout cela réuni pourra fatalement relancer l'économie. Mais j'insiste là-dessus encore, il faudrait que la sécurité revienne. Tant qu'il y a la sécurité, on peut tout faire dans ce pays. Oui, tant qu'il y a la sécurité, on pourra tout faire dans ce pays. Monsieur le ministre, poursuivons toujours notre décryptage. Puisque nous sommes dans le cadre de la bonne gouvernance, quelles sont donc les actions à mener dans le cadre de la promotion d'un état de droit où la liberté de chaque individu sera respectée? Commençons par la justice. Rien que la justice. Appliquons les lois. Vous savez, on est dans un pays où on a des beaux textes. Quand vous prenez les textes assortis de la conférence nationale souveraine de 93, quand vous prenez encore même les textes en vigueur, on a des beaux textes, mais on ne les applique pas. Vous comprenez? On ne les applique jamais. On l'applique que quand ça nous arrange. Et ça, on ne peut pas parler de justice. Vous parlez de droit. Droit appelle la justice. Appliquons les textes
qui nous régissent tous, vous et moi, et vous allez voir que les gens seront égaux dans leur pratique. La libre expression, le droit de manifester, le droit de jouir de ses biens, tout ce que vous pouvez appeler droit passe par l'application des textes de loi. Tant qu'on ne les applique pas, on ne peut pas s'en sortir. D'accord. Nous tenons vivement à vous remercier, Monsieur le ministre, d'être passé pour un décryptage sur le programme politique du gouvernement de transition. Surtout, nous vous souhaitons bonne chance. Merci à vous. Je sais que vous faites un travail noble, mais qui est difficile, des fois ingrat. Je vous encourage à continuer, à être professionnel et merci pour l'invitation. Et refondons ensemble ce pays-là parce que je pense que c'est un défi qui est fortement à relever. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi se referme cet entretien avec le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Mahamat Assilek Halata. Il était question au cours de cet entretien du décryptage du programme politique du gouvernement de transition qui a été présenté au Conseil national de transition. Merci. Au revoir.